Il a été un des derniers chefs de l'Union nationale avant de se joindre au Parti québécois. Dans le gouvernement de René Lévesque, il était reconnu comme un ardent défenseur des PME. Bonjour, M. Biron. Bonjour. Après l'élection de 81, là, vous accédez au Conseil des ministres. M. Lévesque vous confie l'industrie et le commerce et c'était quelque chose qui vous convenait bien, mais avec une mission particulière parce que là, il y a une crise économique majeure qui nous tombe dessus, qui vous tombe dessus. Il vous demande de trouver un plan rapide pour sauver les PME. Qu'est-ce que vous avez fait? Peut-être une anecdote là-dessus, par exemple, au départ. Lorsque M. Lévesque m'appelle un soir et me dit, après l'élection, « M. Biron, le Conseil des ministres demain ou après-demain, puis je voudrais vous assermenter comme ministre. » Je dis, « Bon, quel ministère? » Il me dit, « Je vais vous donner le ministère de l'Industrie, Commerce et Tourisme. » Bon, j'ai dit, « M. Lévesque, j'ai de l'expérience politique un peu, j'ai de l'expérience dans les affaires, de la gestion d'entreprise. » Mais c'est un grand ministère, c'est un ministère important. On voyait que ça brassait pas mal dans le monde économique. Est-ce que vous pensez que je suis capable de faire la job comme il faut, honnêtement? Alors, il m'a dit, oui, je ne veux pas vous faire de cadeaux. Je pense que vous faites la job. Mais il dit, je vais vous donner un conseil. Vous arrivez d'un autre parti politique que le Parti québécois, puis il y a des gens dans le Parti québécois qui sont là depuis longtemps, puis qui méritaient d'avoir des ministères, mais il dit, je ne suis pas capable d'en donner à tout le monde. Mais il dit, vous arrivez, soyez prudent avec le parti. Je vous demande d'être prudent avec le parti, puis de vous engager, puis de militer dans ce parti-là. Je n'ai jamais oublié la recommandation que Lévesque m'a donnée. Parce que j'ai milité, j'ai été actif dans le Parti québécois depuis ce temps-là, dans le fond, moins des dernières années, là, à cause des raisons de santé puis d'âge, mais j'ai milité très, très activement. Pendant les années que j'ai été ministre, j'ai accepté toutes les invitations, j'ai été partout, j'ai aidé le parti. D'abord parce que j'étais en amour avec le parti, puis deuxièmement parce que Lévesque m'avait dit « Soyez prudent avec le parti, on a besoin de vous, puis vous avez besoin du parti. » Alors là, après ça est arrivé, quelques années plus tard, la crise économique. Le taux d'intérêt est à 18 %. Les entreprises fermaient, ça tombait comme des mouches. Les banques coupaient les marges de crédit partout aux entreprises. Et Lévesque m'appelle un jour et me dit « Il faut faire quelque chose, sinon nos entreprises tombent, ils ferment, les entreprises ferment. » Puis ça crée des chômeurs. Il me dit « J'ai une conférence fédérale provinciale des premiers ministres sur l'économie. Je voudrais que vous trouviez quelque chose dans vos cartons, que ça soit bon au point de vue économique, puis qu'au point de vue politique, là, on puisse un peu serrer Trudeau. » Bon, j'ai dit « Écoutez, M. Lévesque, si j'avais quelque chose, moi, là, je l'aurais trouvé, puis je l'aurais sorti. C'est parce que j'ai rien. » Mais je m'engage à réfléchir. Ça, c'était le lundi. Je m'engage à réfléchir et il dit, je veux la réponse mercredi. Il raccroche le téléphone, il m'appelle au téléphone. J'étais dans mon bureau de comté, je me souviens de ça, le lundi matin. J'ai appelé mon chef de cabinet et mon sous-ministre. Je lui ai dit, bon, si vous voudrez vous voir ce soir, je me souviens de l'endroit au Château Bonentente. À 5 heures, on va être là. On va brasser toutes les idées qu'on a pour voir si on ne peut pas inventer quelque chose. J'ai un mandat du premier ministre qui est important. Alors, on a brassé toute la soirée, toutes sortes d'idées. Là, non, ça marche. Puis l'autre idée, ça marche pas. Puis l'autre idée, ça marche pas. Puis ça a déjà été essayé. Puis c'est pas ça. Je sentais qu'il y a quelque chose qu'on allait trouver, mais je ne trouvais pas juste. Vers 10h30, 11h le soir, c'est comme si j'avais ouvert une page devant moi. J'ai vu exactement ce que j'allais proposer au premier ministre, ce qu'on a appelé après le plan Biron, mais c'est le plan d'urgence. Alors, j'explique ça à mes gens. Ils disent, bon, on va en discuter. Je dis, non, on n'en discute pas ce soir. Demain matin, à 7 heures dans mon bureau. J'allais me coucher. Le lendemain matin, j'étais à 6 heures au bureau. J'ai toutes mis mes idées en place. Et là, j'ai proposé exactement ce que j'allais proposer au premier ministre. Le plan, une garantie de prêt que j'allais proposer, qu'on prenne en charge une partie du taux d'intérêt. Le gouvernement garantit les prêts, une partie, pas tous les prêts, les 2 tiers des prêts.
Puis le montant qu'on faisait, là, je pense que c'était 1 million, quelque chose de même. Et en prévoyant que les frais, les coûts seraient partagés 50-50 avec le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Et là, ça a accroché. Parce que mon sous-ministre, le chef de cabinet, me disent, voyons, tu sais bien que Trudeau n'acceptera jamais ça. Bon, j'ai dit, je le sais qu'il n'acceptera pas. Ben oui, mais pourquoi tu proposes ça? Parce que le vrai plan, c'est pas celui-là. Là, j'ai sorti mon autre feuille. C'était, au lieu d'1 million, c'était 500 000, puis les garanties, les paiements d'intérêt étaient un peu différents. Donc, mais ça nous permettait de dire, nous, au Québec, on fait quelque chose sur les PME, puis le gouvernement fédéral ne veut pas rien faire. Donc, on était capable de tenir un discours, entre guillemets, politique, en étant très pratique au point de vue économique, en étant excessivement pratique. À mon point de vue, 500 000, c'est un montant raisonnable pour des PME. Plus grand que ça prenait plus de garanties de prêt, mais là, on visait les PME. Alors, on a écrit ça. J'ai appelé M. Lévesque, je suis allé le voir. M. Lévesque m'écoute, puis il me dit, M. Biron, c'est tellement simple, votre plan, là. Pourquoi que personne n'y a pensé avant? C'était sa question. Il m'a dit, M. Biron, vous allez aller voir Bérubé, Yves Bérubé, qui était président du Conseil du Trésor, puis Parizeau. Allez les voir, présentez-leur votre plan, puis si ça marche avec ces deux-là, demain matin au Conseil des ministres, à 9 h, vous êtes là, puis vous présentez le plan au Conseil des ministres. J'allais voir Bérubé, j'ai expliqué mon plan, tout ça. Bérubé fait des calculs. Moi, je pense, je vais t'appuyer là-dessus. Je suis allé voir M. Parizeau, à 7 h, j'ai commencé à y expliquer. Il dit, écoutez, M. Biron, là, prend son crayon, il calcule un peu, il compte à vite Parizeau. Là. Je te dis qu'au point de vue financier, Parizeau, il est dur à prendre, hein? Il compte à vite, puis il dit, écoutez, là, votre plan, là, moi, dans 3 mois, j'ai fait assez d'argent avec les gens qui vont travailler au lieu d'être sur le chômage ou l'aide sociale, puis les taxes qu'ils vont payer, j'ai fait assez d'argent avec ça pour payer tout votre plan. Je ne peux pas être contre. Dans 3 mois, tu es payé, puis si ça dure plus que 3 mois, bien, tant mieux. Moi, je fais de l'argent. Il dit, je vous appuie. Parfait. Fait que là, j'ai dit, appelez M. Lévesque, puis il a appelé M. Lévesque. Le lendemain matin, au Conseil des ministres, je présente le plan. M. Lévesque, habituellement, a toujours des questions politiques, tout ça. Et là, M. Lévesque, il dit, écoute, il y a une conférence fédérale provinciale des premiers ministres sur l'économie qui commence ce soir. Je voudrais que M. Biron, là, vous avez quelque chose, là, vous m'avez présenté hier, présentez ça. Je le présente. Et là, quand j'ai eu fini, M. Lévesque, c'est rare qu'il intervenait directement comme ça. Il dit, puis il nommait du monde, il disait, M. Bérubé, que vous en pensez? Bérubé a dit qu'est-ce qu'il en pensait. M. Parizeau, que vous en pensez? Parizeau a dit qu'il en pensait. Lévesque dit, votre plan est accepté, M. Biron, préparez votre valise, vous venez avec moi à Ottawa ce soir. Et le projet a passé intégralement, sans passer par des comités de développement de toutes sortes qu'il y avait. Ça a passé comme ça parce que le premier ministre en avait besoin, puis il a cru à ça. Après ça, Parizeau, lui, à chaque fois qu'il en parlait, il ne parlait pas du plan d'urgence, ça s'appelait le plan d'urgence. Parizeau parlait du plan Biron, le plan Biron, puis le plan Biron. Puis finalement, le nom est resté, le plan Biron. Pourtant, ça n'a rien coûté, on a mis 800 millions en circulation, puis ça a coûté 35 millions au gouvernement du Québec. Ça n'a rien coûté, ça, pour sauver, je ne me souviens plus combien de milliers d'emplois. 3 000 entreprises en ont bénéficié. Mais ça vous a valu un certain reproche des grandes entreprises qui vous disaient que vous avez chouchouté les PME. Est-ce qu'il avait raison? Il avait raison. Il avait raison, mais ce n'est pas les grandes entreprises qui créent des emplois. Ce n'est pas les grandes entreprises, ce sont les PME qui créent des emplois. Puis quand la PME est rendue assez grosse, la grande entreprise vient l'acheter. Puis elle la fusionne, met de monde dehors. Puis là, on achète un autre, puis on achète un autre. Mais ça, là, si on ne met pas au monde d'autres entreprises pendant ce temps-là, il va nous rester juste des grandes entreprises. Ça ne vous a pas empêché de vouloir attirer une grande entreprise au Québec, en particulier l'usine Hyundai à Bromont. Vous avez travaillé d'arrache-pied. Elle s'est implantée, mais elle est partie pas longtemps après. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hyundai, c'était une entreprise coréenne qui avait une culture un peu québécoise. C'est-à-dire qu'elle était très humaine. Quand on a gagné ça, là, on ne l'a pas gagné avec de l'argent. L'Ontario mettait autant d'argent sur la table que nous autres. C'est que le vice-président qui décidait, il a décidé d'amener son président voir le ministre de l'Industrie de l'Ontario et le ministre de l'Industrie du Québec, puis là, le président devait décider. Donc, ils ont commencé par Toronto.
Et quand ils ont commencé ça, le gouvernement ontarien, si ça avait été le même gouvernement conservateur qui était là autrefois, il n'aurait pas fait cette erreur-là. C'était un nouveau gouvernement libéral qui commençait, qui n'avait pas l'expérience de la politique, tout ça. Le ministre de l'Industrie a commencé à questionner le président Dundee en disant « Votre dossier n'est pas complet, il me manque bien des affaires, je ne peux pas vous répondre tout de suite, tout ça. » Il a mal reçu le président Dundee. La sortie de là, le président a dit à son vice-président qui décidait « Appelle Biron. On est toujours allé au Québec, puis il nous a toujours bien reçus. Jamais il nous a demandé des informations pour rien, il nous demandait ce qui était utile, puis tout ça. Dis-lui qu'on va s'installer au Québec. » On avait le même montant d'argent en Ontario qu'au Québec. Et s'installer au Québec, bien, là est arrivée l'élection. Nous, on a perdu l'élection, j'étais plus là. Puis cette entreprise-là, il aurait fallu continuer à la voir, à discuter, à l'aider, à lui montrer comment on vit au Québec. Il y a eu des griefs, comment ils traitaient les hommes et les femmes qui travaillent là, tout ça. Ça, c'est parce que personne ne s'est occupé de leur dire quoi faire. Ils arrivaient de l'étranger, il a fallu les voir. Puis, dans le fond, les chouchouter cette entreprise-là, comme on chouchoutait les PME, probablement qu'on aurait pu la garder. Est-ce que c'était réaliste de vouloir l'implantation d'une usine automobile au Québec parce que tout était en Ontario? Tout était en Ontario parce que le gouvernement fédéral avait toujours agi pour que l'automobile soit en Ontario, puis que nous autres, on n'aille pas au Québec. Nous autres, on avait ce qu'on pouvait, là, mais on n'avait pas l'automobile. Alors, nous, on se disait, oui, on a une GM, on va avoir une autre, Hyundai, et là, ça pourra mettre des PME qui font des pièces pour les deux usines au lieu d'en faire juste une. La PME sera en meilleure situation, et je pense que c'était normal ce qu'on faisait. Ce qui n'est pas normal, c'est que le gouvernement d'Ottawa a envoyé toutes les usines d'automobiles en Ontario. Ça, c'est pas normal. Le gouvernement d'un pays doit faire en sorte de repartir la richesse partout. Peu importe ce qu'ils disent les ministres aujourd'hui à Ottawa, qui disent on laisse la libre entreprise. La libre entreprise, bon, ils vont tout aller où ça fait leur affaire, où ils font de l'argent, puis ils ne s'occuperont pas du monde ordinaire. M. Biron, vous avez eu à négocier plusieurs dossiers avec Ottawa. Comment ça se passait? Quelle relation vous aviez avec les ministres fédéraux, qu'ils soient conservateurs ou libéraux? Et est-ce que c'était différent aussi avec les hauts fonctionnaires fédéraux? Oui, je pense qu'on a établi une bonne relation avec les ministres fédéraux parce que, comme individus, puis je pense que de leur part, c'est la même chose pour me concernant. Alors, avec les ministres fédéraux, autant avec Marc Lalonde, je me souviens Pierre Debanné, avec d'autres, là, Sinclair Stevens du fédéral, Roch Lassalle, ça a toujours très bien été parce qu'on se disait ensemble, on va essayer de faire quelque chose. Quand ce dossier-là va être réglé, on va faire de la politique. Moi, je vais faire de la politique de mon bord, puis l'autre va faire de la politique de son bord, mais au moins, on va faire quelque chose pour le Québec. On va aujourd'hui je pense, à Bell Hélicoptère, à Mirabel. Bien, ça, j'ai réglé ça avec Marc Lalonde, avec Ed Lumley, puis Jacques Parizeau et moi. On a réglé ce dossier-là, puis c'est un dossier important, puis ça marche depuis au-delà de 20 ans. Hein? On l'a réglé avec deux ministres libéraux après le référendum, quand on chicanait, et puis deux ministres du Québec souverainistes. Hein? Alors, avec Sinclair Stevens, il y a des gens qui ont dit Sinclair Stevens, c'est un anti-québécois. Bien, Hyundai, là, Stevens, il m'a aidé beaucoup là-dessus. Pétromont, il m'a aidé. Domtar, il a toujours bien travaillé avec moi parce qu'on se respectait. Est-ce que c'était différent avec les hauts fonctionnaires fédéraux? Les hauts fonctionnaires fédéraux, eux, c'est plus difficile parce qu'eux autres, ils étaient très entêtés. Et notamment, lorsque le gouvernement a changé du Parti libéral au Parti conservateur, les hauts fonctionnaires qui étaient habitués avec les libéraux, eux autres, ils avaient leur point de vue. Je me souviens qu'on avait une chicane avec un sous-ministre fédéral là, de l'Industrie sur Pétromont. Lui, il disait, la pétrochimie, ça n'a pas d'affaire au Québec, il faut se faire en Ontario. C'est clair. Ça faut que c'est le sous-ministre fédéral de l'Industrie-Commerce, ça n'a pas d'affaire au Québec, il faut se faire en Ontario. Et Brian Mulroney, qui venait d'être élu premier ministre, il avait dit en campagne électorale, la pétrochimie, on va s'assurer que ça continue au Québec. Alors moi, je m'assois avec Sinclair Stevens en disant, écoute, il faut aider Pétromont puis toutes les industries dans la pétrochimie, c'est tout le plastique, c'est tout ça. Là. Ça, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Sinclair Stevens me dit, écoute, on va essayer de voir ce que ça fait. Il m'invite une fois à luncher à son bureau. Je vais luncher là avec mon sous-ministre, puis lui, il emmène son sous-ministre. Là, Sinclair m'écoutait un petit peu, d'un coup, le sous-ministre intervient. Non, vous ne comprenez pas, M. Biron, c'est pas au Québec qu'on va aller à la pétrochimie, il faut que ça aille en Ontario.
Là, il m'a mis le faux cul, comme on dit en québécois. Là, j'ai engueulé ce gars-là, comme c'est pas possible, comme du poisson pourri, en disant, tu sais pas ce qui se passe. Le gouvernement vient de changer. C'est Brian Mulroney qui est premier ministre, puis lui, il a pris l'engagement que ça va marcher au Québec. Moi, je l'écoute, puis je veux que ça marche au Québec. Et Sinclair Stevens, il a dit à son sous-ministre, sors. Il est sorti pendant leur repas, sors. Je vais régler ça directement. I'll settle with Mr. Biron. On a réglé tous les deux. On a réglé, puis on a sauvé la pétrochimie. Et comme député, là, est-ce que vous avez trouvé ça particulier, le métier de député d'un comté rural, mais qui était en même temps pas très loin de la capitale? C'est assez difficile. Moi, j'avais un très grand comté. J'avais 54 municipalités. C'était un grand comté avec beaucoup de monde. Pas de grandes entreprises, juste des petites entreprises, peut-être quelques PME, là, moyennes entreprises, mais le restant, c'est juste des petites entreprises, des producteurs agricoles en grand nombre, puis une foule de gens qui militaient autour de ça. C'est pas un comté immensément riche en moyenne, parce que des multimillionnaires, des milliardaires, on n'en a pas, mais c'est un comté qui est relativement à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de chômage. Normalement, dans l'Aude-Binière, il n'y a pas beaucoup de chômage. Les gens travaillent sur les fermes ou ils travaillent dans les petites entreprises, tout ça. Mais comme député, j'avais 3 bureaux de comté, moi. 3 bureaux de comté. Le lundi, je commençais l'avant-midi à un endroit, l'après-midi à l'autre, puis le soir à l'autre. Puis je mangeais en auto, entre chaque place, un sandwich. Donc, il fallait pas que j'arrête longtemps. Ça, j'aimais ça, voir le monde qui venait raconter leurs problèmes, leur point de vue, comment ils voyaient les choses se dérouler. Des fois, ils venaient juste pour placoter, mais c'était le fun. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, souvent, je faisais des tournées. Je prenais une journée, puis je faisais une tournée dans le comté, ou 2-3 jours, ou une semaine. Et je m'arrêtais pour manger chez des gens. Pendant le téléphone, j'appelais, puis là, j'allais manger chez des gens, à chaque municipalité, 2-3 personnes, puis à une autre place. On déjeunait à une place, dînait à l'autre place. On prenait un lunch l'après-midi, puis un souper. Je pense qu'il y a des campagnes, j'ai engraissé 10 livres au lieu de maigrir. Mais c'était plaisant parce que les gens, on arrivait là, ils ne préparent pas jamais un grand dîner. Je lui demandais des affaires très simples. Ils invitaient des parents, des amis. On était 10, 12, 15 autour de la table. Puis on jasait de politique, on jasait de vie familiale, on jasait d'affaires, toutes sortes de choses. Alors ça, j'ai trouvé ça emballant. Je pense que mes grandes qualités, je les ai prises d'un gens de l'Aude-Binière, parce que eux autres, surtout que je voyais les gens bien ordinaires. Si on revient dans les années où vous étiez membre du Conseil des ministres, il y a eu quelques événements particuliers, entre autres le rapatriement de la Constitution sans l'accord du Québec par le gouvernement fédéral. Comment vous avez analysé tout ça avec le recul? J'ai vécu ça difficilement, comme René Lévesque d'ailleurs. René Lévesque, il s'est senti trompé par Trudeau. Puis moi, comme citoyen, je me suis senti trompé par le premier ministre de mon pays. Et ça, j'ai vécu ça difficilement parce que c'est bien important ce que tu fais en politique, là. Mais quand tu prends un engagement solennel, tu mets ton siège en jeu, puis ta tête sur le billot, puis c'est ça que je vais livrer. Puis 3 mois après, tu ne livres pas marchandise. Tu prends le monde pour des fous. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas si fou que ça, le monde, là, voyons donc. M. Lévesque, avant les élections de 85, en fait en 84, à l'automne 84, après l'élection du gouvernement Mulroney, a lancé le beau risque. En fait, c'était la mise en veilleuse de l'option pour les élections qui s'en venaient. Étiez-vous d'accord avec ça? Et est-ce que vous aviez prévu la fronde, enfin, l'onde de choc après? Moi, j'étais d'accord avec ça. C'était la seule chose qu'il y avait à faire. Lévesque, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Le peuple a été trompé, mais il a dit non quand même, avant. Alors, Lévesque a respecté le peuple. C'est tout. Bon. Puis, Lévesque a dit, bon, là, prenons un risque. Puis, si ça se répare, tant mieux. C'est un beau risque. Si ça ne se répare pas, bien, le peuple il sera maudit, puis il décidera autrement. Ça, c'est pas... Mulroney a essayé de réparer. Mulroney, là, je dois rendre hommage à ce bonhomme-là. Il a vraiment essayé de réparer. Il a été correct. Il a pris l'engagement avec le Québec, puis il a essayé de le faire. Puis il n'a pas réussi. Bien, il n'a pas réussi. Donc, il est premier ministre du Canada, puis il n'a pas réussi. Mais ce n'est pas de la faute de Lévesque, puis ce n'est pas de sa faute à Mulroney non plus, il a essayé. Ça veut dire que le Canada est irréparable au point de vue constitutionnel vis-à-vis le respect de l'égalité qu'il faut donner au peuple québécois. Hein?
on va gagner des points de vue de temps en temps, on va gagner une usine, on va gagner une subvention, tout ça, mais le fondamental, là, le respect du peuple québécois dans son égalité avec le peuple canadien, il n'y est pas dans le fondement même du Canada. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, les Québécois vont dire « Hey, assez, c'est assez ». Il faut être patient. Le soir du référendum de 80, moi, je suis revenu de Montréal dans le même avion que Félix Leclerc. Puis on avait perdu, puis Félix n'était pas déçu, rien. Il m'a dit, écoute, là, il faut être patient. Notre peuple, il n'est pas encore adulte. Il est encore jeune, il est adolescent. Bon, c'est correct. Un jour ou l'autre, il va devenir adulte, puis il va prendre toute la décision dans le temps. Puis je me souviens encore de ça. Et puis aujourd'hui, je dis la même chose que Félix Leclerc m'a dit. Le peuple, il n'est pas encore adulte. Il va le devenir. Un jour ou l'autre, il va prendre la décision. Puis la décision de dire, bon, on est adulte, puis on gère nous autres mêmes, puis on ne chicane pas avec les Canadiens, on fait des ententes avec eux. Est-ce que vous aviez vu venir l'élection votre défaite en 85 et à quoi vous l'attribuez? Disons que moi, en 85, je voulais dire, quand je suis arrivé en politique, là, par accident, là, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit je ferai 10 ans, puis après ça, je retourne dans le monde des affaires. Alors, quand est arrivé 85, j'ai dit à Pierre-Marc Johnson, Pierre-Marc, moi, là, je pars. Tu sais, j'ai fait mes 10 ans, je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant, ben, je vais faire d'autres choses. Puis là, il m'a dit, écoute, tu peux pas me laisser tomber. Il y en a plusieurs qui décident de s'en aller. Bon, pour des raisons que j'accepte. Il faudrait que tu restes. Reste encore un terme. On va faire un mandat. Puis après ça, là, je comprendrai que tu décides en cours de route de t'en aller. Alors, bon, j'ai perdu. J'ai dit, bien correct. J'ai tourné la page. J'ai dit, je vais faire d'autres choses. Puis, le monde n'a pas voté contre moi. Ils ont voté pour changer le gouvernement. Ils étaient insatisfaits du Parti québécois. Puis ils ont dit, bon, on va mettre les libéraux là pour un bout de temps. C'est correct. Quand ils sont tannés des libéraux, ils remettront le Parti québécois. Fini. Mais là, c'est la page de la tournée pour de bon, dans votre esprit? Oui, la page de la tournée pour de bon dans mon esprit. Bien, c'est tourné pour de bon, mais dans la vie, c'est jamais tourné pour de bon. Il arrive des circonstances. Puis un vieux dicton qui dit, « Other days, other ways. » Hein? Maurice Bellemare disait ça souvent. « Other days, other ways. » Bon, bien, écoute, on s'ajuste en conséquence, en fonction de ce qui arrive. Et quel bilan vous faites de vos années à l'industrie-commerce? Mes années à industrie-commerce, comme mes années en politique, ça a été de belles années. D'ailleurs, je vous dirais aujourd'hui, j'ai 72 ans, là, toute ma vie, ça a été de belles années. Ça a été de belles années. Mais j'ai appris à vivre, à rêver, à essayer de réaliser des choses. Des fois, je ne les réalisais pas, des fois, je réussissais, des fois, je ne réussissais pas, mais à être relativement satisfait de ce que je fais. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait. Autant ministre de l'Industrie et Commerce, comme député de Lotbinière, comme dans le monde des affaires, d'un Chevalier de Colomb, dans ma vie familiale, je suis content de ce que j'ai fait. Alors, oui, je me fais un bilan positif. En 79, déjà, ça fait quand même un bon bout de temps, il y avait eu un sondage politique et on parlait des femmes et de la politique. Et vous aviez dit, et j'essaie de vous citer au texte, qu'il n'est pas surprenant de constater que les femmes ne s'intéressent pas à la politique ne s'intéresse pas à elles. Est-ce que vous pensez toujours la même chose? C'est moins pire, mais on fait des grands discours en politique pour dire qu'on respecte les femmes, pour l'égalité. Mais en pratique, là, la vraie vie, là, est-ce que c'est vrai dans la vraie vie? Moi, je pense que ce n'est pas toujours vrai. Puis, il faut faire un effort, vraiment un effort pour arriver là. Bien, c'est sûr qu'il y a une bataille à faire de la part des femmes. Il faut qu'ils continuent à se battre. C'est comme nous autres, les Québécois, là. L'héritage qu'on a de nos ancêtres, c'est de se battre. Les autres aussi, l'héritage, là, c'est de se battre. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Ça s'est amélioré grandement, mais il y a encore un bout à franchir. Au référendum de 95, vous avez fait un retour. Vous n'étiez pas sur les grandes tribunes, mais avec le monde des affaires, vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait précisément? Est-ce que vous vouliez amener les gens d'affaires à voter pour le oui? Oui, j'avais aidé Jacques Parizeau beaucoup dans son programme, notamment quand il était élu premier ministre, programme économique, tout ça. J'ai participé, j'ai écrit moi-même plusieurs des articles du programme économique pour le Parti québécois lorsque Parizeau a été élu en 93.
En 95, bien sûr, de 93 après ça, je n'ai pas laissé Parizeau, parce que Parizeau, dans le fond, là, j'ai beaucoup d'estime pour lui. On a des bonnes relations ensemble. Et puis, je pense qu'il m'estime autant que moi, je l'estime. Puis, on a beaucoup de respect. Alors là, j'ai dit à M. Parizeau, je vais vous aider, notamment dans le monde des affaires, parce que les gens d'affaires, là, ils disaient, si on est non, parce que tout va tomber après. Sauf que quand tu parlais avec chacun d'eux autres, tu disais, écoute, si c'est oui, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu fermer ton usine? Le gars disait, non, non, je ne vais pas fermer mon usine, je vais m'organiser. Bon, ben écoute, ben correct. L'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Là, j'ai décidé de dire, moi, je respecte ton opinion, mais tu vas respecter la mienne. Moi, je pense qu'avec oui, ça va aller mieux dans le monde économique qu'avec un non. Bon, ben toi, tu me dis que ça va aller mieux avec un non, bien, respecte ce que je dis. Moi, je pense que ça va aller mieux qu'un oui. On va se respecter tous les deux, je ne chicanons pas, on va continuer à se parler. Puis là, tout le monde commençait à dire, oui, ça a du bon sens, oui, je te respecte, oui, je te respecte. Puis là, on a inventé le réseau de solidarité pour l'économie du Québec, c'est respect, c'est ça. Pour les gens d'affaires disaient, puis je les invitais, venez à l'Assemblée, puis vous vous levez, puis dites, moi, je vais voter non au référendum, mais je respecte celui qui vote oui. Puis l'autre se levait, moi, je vais voter oui au référendum, mais je respecte celui qui vote non. Et là, on a formé un groupe très important de gens d'affaires du Québec qui disaient, après le référendum, que ce soit oui ou que ce soit non, ça ne sera pas en panique. On va continuer à gérer nos entreprises, à faire fonctionner nos entreprises. Puis au Québec, ça marche. On demande juste une chose au premier ministre. Le lendemain du référendum, qui décrète un sommet économique où on se rencontre tout le monde, politique et économique, on va se rencontrer tout le monde, puis on va décider qu'est-ce qu'on fait avec le Québec pour que ça marche. C'est la seule demande qu'on avait faite. Vous avez tenté un retour en 97 avec le Bloc. Qu'est-ce qui vous attirait à ce moment-là? Pour porter le message du Québec au Canada. Puis je trouve, si j'avais un grief à l'époque, puis je l'ai encore aujourd'hui le même à l'endroit du Bloc québécois, on ne parle pas assez souvent aux Canadiens, on leur dit pas assez souvent qu'on les aime, puis c'est pour ça qu'on est souverainiste, puis voilà comment on voudrait que ça marche. Puis là, compter la vraie histoire du Québec. Parce que, dans le fond, les Canadiens, là, ils entendent parler de nous par Trudeau, après ça, ça a été par Chrétien, puis c'est toutes des affaires croches. C'est toutes des affaires croches. Tu sais, Chrétien, il ne nous aime pas, il nous haït. Il haït le Québec à s'en confesser, puis là, il s'en va parler du Québec à en Alberta et ailleurs. C'est sûr qu'il ne dira rien de bon de nous autres. Il faut y aller, nous autres. Alors, je disais, à l'époque, le Bloc ça devrait être la mission première du Bloc à Ottawa. C'est, bien sûr, défendre les intérêts du Québec à Ottawa, mais défendre les intérêts du Québec partout à travers le Canada et faire connaître davantage l'âme québécoise. Bon, je n'ai pas réussi au Bloc québécois, mais j'ai décidé après ça de militer à aider Preston Manning, parce que j'ai rencontré Manning, puis j'ai parlé à Manning, moi. Puis j'ai dit, « No more bullshitting against Québec ». Puis il m'a dit, « T'as raison. » On s'est bien entendu ensemble, puis Manning et moi, on a un grand respect un pour l'autre. Mais on s'est parlé, on a parlé vrai, là, tu sais. Justement, est-ce que le mouvement souverainiste, depuis 40 ans, depuis l'époque de René Lévesque jusqu'à aujourd'hui, d'après vous, a beaucoup changé? Bien, des vieux démons, là, ça évolue en 40 ans, là, tu sais. Mais on est capable de l'améliorer grandement. Moi, je pense que Pauline Marois est capable de tenir un discours qui va moderniser l'approche souverainiste. C'est toujours le même fondamental, mais c'est moderniser l'approche souverainiste. Gilles Duceppe est capable de le tenir, il faut qu'il fasse l'effort de le faire. Je vous donne un exemple qu'on peut faire facilement, nous autres, pour que les Canadiens puis que les Québécois, on se comprenne un peu mieux. Les Canadiens français, hors Québec, sont maltraités au Canada, tout le monde le sait. Ils sont en train de se faire avaler par les Anglais partout, puis la langue française diminue de plus en plus là-bas. Il faut aller voir ces gens-là puis dire, nous, on veut prendre votre défense. On veut que vous ayez les mêmes droits, les mêmes privilèges que nous, les Québécois, on donne aux anglophones. C'est un bon discours à tenir, ça. On ne veut pas que vous en ayez moins, on ne veut pas que vous en ayez plus. On veut la même chose. Puis on sait que les anglophones au Québec, ils sont traités d'une façon extraordinaire. Ils sont privilégiés. Ça, c'est un bon discours. En tout cas, il y a des idées comme ça qu'on peut trouver pour améliorer l'approche ou la vente du mouvement souverainiste. Merci beaucoup.